Bonjour à toutes et à tous, donc merci d'être là. Je vais être très très bref et je vais directement passer la parole donc à Madame Isabelle Saunier, qui est administratrice à l'UNAF, présidente du département droit de la famille, parentalité et enfance et présidente de l'UDAF du Tarn par ailleurs. Donc Isabelle, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée intitulée « La parentalité à l'épreuve du bien-être ». Vous savez que nombre d'entre vous sont impliqués, parfois quotidiennement, dans des actions qui sont réalisées pour et avec les parents, parfois par les parents eux-mêmes. Depuis 2016, chaque UDAF, dans le cadre de sa convention d'objectifs avec l'UNAF, a l'obligation de développer une action parentalité parmi 5 différentes. Une trentaine d'UDAF mettent en place des actions de parrainage de proximité et plus de 79 UDAF gèrent, dans le cadre de prestations de mesures judiciaires relevant de la protection de l'enfance, des dispositifs MJA-GBF ou AEME. À ces actions de soutien direct aux parents, nous pouvons ajouter de multiples contributions des UDAF au sein des instances de planification et de gouvernance des politiques locales. L'année 2018 a été marquée par une importante mobilisation de l'UNAF et de son réseau dans les domaines de l'aide à la parentalité. Je citerai les contributions les plus visibles: la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, la renégociation de la COG État-CNAF, et bien évidemment l'élaboration de la stratégie nationale des 6 mois un parent et de son plan de mise en œuvre. Plus que jamais, le soutien à la parentalité semble constituer un des piliers de la politique familiale. Il constitue en tout état de cause un domaine important de l'action des pouvoirs publics et, compte tenu de son domaine d'application, sans nul doute, un exemple de la manière dont se composent et se recomposent les articulations entre les sphères privées et les sphères publiques. L'UNAF est un corps intermédiaire et, en tant que corps intermédiaire, fait interagir l'individu et la société. Traiter de la parentalité et l'aide collectivement organisée pour la soutenir nous semblait mériter un détour, ou tout du moins l'exploration de chemins de traverse. Cette journée, nous l'avons ainsi souhaitée, comme une somme de petits chemins que nous allons emprunter, sans nous égarer, mais peut-être pour trouver ce que nous n'aurions pas pensé chercher, en y laissant peut-être des petits cailloux ici et là, parce qu'au final, il ne s'agit pas de se perdre, mais de grandir. Sur ces chemins, nous allons être guidés par plusieurs spécialistes, des chercheurs, des philosophes, des sociologues, que je remercie vraiment d'être présents aujourd'hui. Tout d'abord, Pierre-Yves Manchon, qui est chef du bureau parentalité à la DGCS. Voilà, si l'intérêt politique pour la figure du parent est ancien, que signifie cet intérêt plus récent pour le soutien à la fonction parentale ? Constitue-t-il une politique publique en soi ? Contribue-t-il à la cohésion sociale ? Le chemin que va ouvrir Pierre-Yves Manchon est bien plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord, car il est bien difficile de comprendre le sens et la raison d'une histoire en cours. La chouette de Minerve ne prend son envol qu'au crépuscule, écrivait Hegel. Un défi donc pour l'historien que vous êtes aussi, monsieur Manchon. Le second chemin que nous emprunterons ce matin, c'est celui qu'a ouvert Claude Martin depuis de nombreux mois au sein de la chaire Enfance, Bien-être et Parentalité. Nous le remercions de dresser aujourd'hui pour nous une forme de synthèse de travaux scientifiques conduits dans ce cadre. Car ces travaux font écho aux questions qui ont présidé à l'organisation même de cette journée. Comment comprendre le sens et la nature de l'intervention de l'État et des autres pouvoirs publics dans le domaine de la parentalité ? S'agit-il d'améliorer la qualité de vie des parents ou des enfants, leur bien-être ? Ou s'agit-il de contribuer au bonheur de nos semblables, à la recherche d'une vie bonne, ce qui est tout autre chose ? Et sur la base de quel savoir ? Sur quelles valeurs de référence collectivement partagées ? Par la mise en œuvre de quelles pratiques ou de quels programmes ? Finalement, Monsieur Martin, nous espérons cueillir au bord du chemin des fruits qui sauront nourrir notre réflexion.
Fort de vos éclairages, nous affronterons plus directement la question posée par le titre même de la journée. Quels sont les obstacles auxquels nous sommes confrontés dans l'exercice, la pratique et l'expérience de la parentalité? Alors ensuite, nous ouvrirons 4 portes. Pour franchir la première, il nous faudra une clé. Elle nous sera offerte par une princesse devineresse. Je vous rassure, derrière cette porte, ni ogre ni loup, mais François Flao, philosophe, anthropologue. Il nous expliquera ce que les contes de tradition orale nous disent des liens intergénérationnels et déjà, en creux, du rôle de la fonction parentale, de la manière dont un enfant trouve sa place grâce à ses parents, ou peut-être au contraire, qui peut être empêché à cause de ceci. Sans doute, ces contes nous disent déjà quelque chose de ce qui distingue à grands traits les figures d'un bon et d'un mauvais parent. Entre le monde d'hier et le monde actuel, il existe, comme vous l'écrivez, Monsieur Flao, une différence majeure. L'homme d'hier pensait que la société lui préexistait. L'homme moderne pense au contraire préexister à la société. Dès lors, la société semble n'être là que pour répondre à ses besoins, lui offrir une vie commode, lui assurer un bien-être. Comment éduquer et transmettre quelque chose à un enfant qui se vit alors très tôt comme un royaume souverain? Comment soutenir un adulte dans ce qui lui semble la partie la plus intime de lui-même, la parentalité? Comment faire accepter règles et normes à quelqu'un qui se vit comme libre, autonome et rationnel? Et si le malaise dans la parentalité que M. Néran va nous décrire était l'expression d'une nouvelle forme de malaise dans la société? L'expression d'une crise de la transmission ou de la légitimité? Peut-être cela expliquerait-il l'ambiguïté de certaines politiques ou dispositifs et l'inconfort de bien des intervenants sociaux. Cela fait beaucoup de questions, mais au final, grâce à Gérard Néran, tout ceci ne sera plus une énigme pour nous. Xavier Briffaut, vous êtes sociologue, spécialiste de la santé mentale. Il nous a semblé particulièrement à propos de vous demander d'intervenir cet après-midi après Gérard Néran. La question que vous posez est de savoir si certaines des réponses apportées en termes de soutien à la parentalité ne constituent pas des remèdes pires que mal, des sortes de pavés dans la mare, de bonnes intentions, pour reprendre le sous-titre d'un de vos ouvrages. Ces pavés s'appellent Triple P, PFCFP ou autres. Ils se présentent sous la forme de programmes, de soutien où l'éducation parentale fournit clé en main. Ils se prévalent d'une efficacité certaine et démontrée scientifiquement. Bref, ils sont jeunes et beaux. Mais comment ne pas se laisser séduire lorsqu'on est en proie au malaise? Comment et pourquoi ne pas emprunter ce sentier lumineux lorsqu'on est perdu dans une obscure forêt? Ces programmes sont-ils vraiment bénéfiques aux parents et aux enfants utilisateurs? Et où ce chemin risque-t-il de nous conduire? Peut-être bien à la 4e porte. Celle qu'Inès de la Ville va ouvrir pour nous. Celle qui ouvre sur le pays du marché de la consommation. Car derrière chacun ces programmes se profile aussi un acteur économique. Inès de la Ville est professeure en sciences de gestion à l'Institut de l'administration des entreprises de Poitiers, directrice du Centre européen des produits de l'enfance. Les questions que nous vous poserons, madame, c'est de savoir comment le marché, la publicité, le marketing influent sur les pratiques des enfants et des parents, au point de se rendre aujourd'hui plus complexe et de rendre l'exercice de la parentalité toujours plus compliqué. L'enfant prescripteur, par exemple, est-il une réalité? Peut-on encore éduquer à la consommation à l'heure où, à chaque instant et en tout lieu, notre attention est sollicitée par les acteurs marchands? Comment cela impacte-t-il alors la nature et la qualité des temps familiaux? Trouve-t-on encore aujourd'hui le temps et l'envie de l'éducation, celui du partage et de la convivialité, celui du récit, du conte et de l'imagination? Quelle est encore la place des rêves, des fées, des princes et des loups dans la société du bien-être, si cette dernière est celle de la réalisation de soi, dans l'avoir plutôt que dans l'être? Voilà, le livre est ouvert et je laisse la parole très vite à Monsieur Manchon pour écrire la première page. Merci.